La parole est à Monsieur Robinet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous nous l'avez dit et confirmé, donc la refonte de la pharmacovigilance sera une réponse à ce scandale du Mediator. On le voit bien, il y a un problème de transmission d'informations, aussi bien entre les centres régionaux de pharmacovigilance et le comité technique de pharmacovigilance ou la commission nationale de pharmacovigilance, mais également un défaut d'information entre les professionnels de santé et les centres de pharmacovigilance régionaux. Aujourd'hui, l'action des centres de pharmacovigilance se base essentiellement sur des études bibliographiques, mais également sur des faits ou effets indésirables qui sont constatés dans les milieux hospitaliers. Ne serait-il pas souhaitable, comme c'était le cas notamment après le scandale du sang contaminé, d'instaurer ou de mettre en place un référent pharmacovigilance dans chaque établissement de santé, qu'il soit public ou privé? Deuxièmement, il semblerait que dans les tuyaux, il y ait également une réforme entre guillemets de la toxicovigilance. Au niveau européen, on fait bien le distinguo entre pharmacovigilance et toxicovigilance. Pharmacovigilance concerne les effets indésirables des médicaments, la toxicovigilance, les effets indésirables d'autres substances. Il semblerait que cette confusion puisse être amenée avec cette réforme de la toxicovigilance. Deuxièmement, cette refonte de la pharmacovigilance, pour moi, doit passer également par la formation. Mon collègue Préel a parlé tout à l'heure de la formation continue, mais moi je voudrais parler de la formation initiale et notamment la formation des médecins et donc des études médicales. Aujourd'hui, la pharmacologie et la pharmacovigilance, donc qui enseignent la bonne utilisation du médicament et ses effets indésirables, sont enseignées aujourd'hui uniquement en troisième année de médecine, avec des disparités très importantes, puisque l'on va entre 10 heures d'enseignement de pharmacologie et de pharmacovigilance dans certaines universités ou facultés, jusqu'à 90 heures dans d'autres universités. Il semblerait que là, le côté formation et enseignement, en tout cas de la pharmacologie dans les études médicales, serait un point à améliorer et à conforter. J'étais juste en train de poser la question pour savoir combien on avait de référents globalement aujourd'hui dans les établissements. Je n'ai pas le chiffre en tête précisément. Est-ce qu'il faudrait dans chaque établissement? Oui, mais une condition, c'est qu'on n'oublie pas dans ces cas-là aussi la question de la médecine de ville et pouvoir informer justement aussi les médecins de ville de la façon dont ils peuvent faire remonter les informations. Parce que je ne veux pas qu'on soit avec une logique le public et on oublierait le privé, les établissements. Non, non, j'ai bien entendu. Pardon. Oui, justement, enfin, aujourd'hui, les médecins, pharmaciens, sages-femmes, dentistes ont la possibilité, via le recueil, d'informer les centres de pharmacovigilance. Mais les établissements privés, il n'existe pas de référente pour le clinique notamment. Mais même s'ils ont ça à leur disposition, est-ce que c'est utilisé facilement? C'est tout le problème. Quand il y a des procédures, vous savez, j'ai un souvenir en tête, le chikungunya à La Réunion. Les chiffres d'INVS ne faisaient pas apparaître l'étendue de la réalité de l'épidémie. Pourquoi? Tout simplement parce que les formulaires, les protocoles qui avaient été retenus, compte tenu de la charge de travail qui était celle des médecins libéraux, en fin de journée, harassés par le nombre de consultations liées au chikungunya, ils ne remplissaient pas les documents. Et voilà pourquoi, c'est en se rendant sur place, d'ailleurs en envoyant à l'époque Didier Houssin, Gilles Brucker sur place, qu'on voit sur place qu'il y a un problème et qu'il y a un décalage par rapport aux chiffres que l'on a de l'INVS. Parce qu'il y avait des outils, ils n'étaient pas utilisés, pour différentes raisons, mais ils n'étaient pas utilisés. Donc, est-ce qu'il faut bien identifier dans chaque établissement? Bon, vous me demandez d'aller plus vite que les assises du médicament, je ne voudrais pas qu'on me le reproche, je pense que oui. Je pense que oui. Et de bien rappeler aussi régulièrement, pas une fois en début de carrière ou en cours de carrière, quels sont les outils dont on peut se servir et qu'ils sont utiles, et qu'ils sont particulièrement utiles. D'autre part, les études bibliographiques et autres, vous savez, elles ne sont pas inintéressantes quand même. Je prends la FDA qui, sur un médicament précis, sur une publication d'une revue scientifique anglaise, a décidé de suspendre un médicament. Il y avait un faisceau potentiel de risque indésirable plus grave qu'il n'y paraissait sur la notice. Sur une publication, ils ont su le faire. Alors vous allez me dire que le poids des publications n'est pas le même. Quand même. Donc voilà pourquoi, sur une publication ou un fait, ils savent le faire. Je ne dis pas qu'il faut s'en inspirer, mais je dis quand même que ça veut dire que eux, des signaux isolés ou des publications, ils savent y faire référence. Moi, je pense qu'il faut bien évidemment être capable de retenir l'un ou l'autre et d'étudier les choses. Mais par ailleurs, est-ce qu'il faut, sur la pharmacologie, intervenir plus tôt? Oui. Dans les études, oui. Est-ce que ça va demander des moyens supplémentaires? Oui également.
Parce qu'on ne peut pas être confronté au même débat dans quelques mois ou dans quelques années en disant mais attendez, à l'époque, vous avez bien dit qu'il fallait renforcer la pharmacovigilance et la pharmacologie. Qu'est-ce que vous avez fait? Et d'ailleurs, ce que je tiens aussi à vous préciser, parce que je ne sais pas si certains resteront jusqu'au bout, mais dans les groupes de travail des assises du médicament, il y a 6 groupes de travail qui traitent un certain nombre de thématiques. Le premier groupe, c'est d'améliorer les conditions d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, notamment comment intégrer la notion d'intérêt thérapeutique pour le patient dans les critères d'octroi d'une AMM. Quelles sont les conséquences et adaptations nécessaires pour la détermination du SMR? Le deuxième, c'est renforcer le système de surveillance des médicaments. Comment améliorer le signalement des effets indésirables, l'analyse des signaux d'alerte et leur transmission de l'échelon local à l'échelon national? Comment renforcer la surveillance active au travers des plans de gestion des risques et de la consultation des bases CNAM sans altérer la réactivité des décisions? Et enfin, quelle modalité pour retirer ou suspendre une AMM ou une décision de remboursement de manière réactive? Et je le dis parce que c'était Jean-Luc Préel qui m'a posé la question, j'ai oublié de lui dire tout à l'heure. Le troisième groupe de travail sera sur encadrer les prescriptions hors AMM. C'est Hubert Allemand qui a accepté de présider ce groupe de travail. Comment mieux identifier les prescriptions hors AMM et quels outils pour limiter la prescription hors AMM non protocolisée? Les autres groupes seront sur l'optimisation de la gouvernance et la clarification des missions des organisations intervenant dans le cadre du système de santé. Et le groupe 6, c'est renforcer le contrôle et l'évaluation des dispositifs médicaux. Cette liste n'est pas exhaustive. Je suis prêt, lors des assises, lors du lancement, à rajouter des groupes de travail si nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut le faire davantage et plus tôt? La réponse, clairement, est oui. Je pense que ça trouvera sa place dans ce groupe de travail, notamment le 3, enfin pardon, le 2 ou le 3, c'est le 2, mais en tout état de cause, moi je suis prêt à prendre un certain nombre de recommandations. Ça semble être un sujet plus austère, ça semble être un sujet plus décalé, certainement pas. Il est fondamental. Il est fondamental. Si vous me permettez d'y ajouter une chose, avec des garanties portées au statut des lanceurs d'alerte. Merci, Monsieur le Ministre. Juste une petite incidente. Ça exigera aussi pour les centres hospitaux universitaires des moyens supplémentaires pour renforcer leurs équipes de pharmacovigilance. Et là, ce n'est pas les T2A qui va intervenir. Ni si vous me permettez les MIGAC à leur niveau actuel, parce que nous aurons besoin de ressources supplémentaires. Ça sera l'enjeu du PLFSS, me direz-vous, j'ai quelques idées en la matière.